19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 6 décembre 2023. Après 4 mois de sanctions infligées au Niger par la CEDEAO suite à la prise du pouvoir par le CNSP le 26 juillet dernier, le président de la commission de l'institution communautaire a annoncé la contribution de la CEDEAO de 1,9 million pour chacun de ces pays membres de l'AES dans la lutte contre le terrorisme. Quel est le vrai but de ce don promis et comment les Nigériens apprécient ces gestes? Suivez ces reportages de Sekinatou Sadou et Sadou Demi. La batterie de sanctions imposées contre le Niger par les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le 26 juillet 2023 a intensifié les tensions au Niger et à l'international, suscitant des réactions mitigées et même hostiles, dont des voix s'élèvent pour demander leur levée pure et simple. C'est dans ce contexte que l'institution sous-régionale qu'est la CEDEAO annonce une donation d'1,9 million de dollars US aux pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Une annonce tombée comme un grain de sable dans l'œil. Le don généreux de la CEDEAO est une insulte à l'endroit des pays de l'AES. Je rappelle que cela fait une dizaine d'années que les 3 pays cités font face au terrorisme dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. Aujourd'hui, nous notons simplement que ce généreux geste de la CEDEAO vient après plusieurs événements. Il vient d'abord après que nos 3 pays aient décidé de constituer un ensemble géographique, économique, militaire et politique, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ensuite, il vient après que le Mali, le Niger et le Burkina aient dénoncé plusieurs accords de coopération militaire avec la France. Ce geste vient après la prise de Kidal par les forces armées maliennes. Il vient après l'échec de la tentative de prise de la ville de Djibo au Burkina Faso par les terroristes. Il vient enfin après la visite du vice-ministre russe de la Défense dans le pays du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc tous ces événements ne sont pas étrangers à la subite volonté de la CEDEAO d'appuyer financièrement notre pays. Nous rappelons juste à la CEDEAO que la volonté de nos 3 pays de nous affranchir du diktat de la France est une volonté irréversible. De façon énergétique, le Front patriotique lance un appel à la population pour une manifestation pacifique. Le 9, nous attendons une mobilisation exceptionnelle ce jour-là. Nous demandons à tous les patriotes, tous ceux qui aiment notre pays, le Niger, de se mobiliser le jour-là pour que nous fassions échec aux tentatives de la CEDEAO de nous maintenir dans un état d'esclavage, un état de servitude vis-à-vis de la France. La patrie ou la mort, nous devrons vaincre et nous vaincre. Il urge alors que la CEDEAO revienne à des meilleurs sentiments au cours du prochain sommet des chefs d'État sur la situation sociopolitique dans la sous-région, notamment les sanctions imposées au Niger afin d'éviter l'effondrement de cette organisation. Une organisation jadis citée en bon exemple pour une intégration économique sur le continent africain. L'hôtel Radisson Blu de Niamey a abrité hier après-midi la clôture des journées d'échange entre le RJDH et les élus locaux de Niamey ainsi qu'animateurs des radios communautaires du pays. Cette formation qui a duré 2 jours a porté sur les thématiques en lien avec les droits humains, droits des personnes vivant avec le handicap et les violences faites aux femmes et aux filles souffrant de troubles mentaux. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Les élus locaux de la région de Niamey et animateurs de radios communautaires venant de 8 régions du pays se retrouvent ainsi à l'école des droits humains, des droits des personnes vivant avec le handicap, mais aussi sur les violences faites aux femmes et filles souffrant de troubles mentaux. Des échanges et partages d'expériences qui ont duré 48 heures
dont la présente cérémonie marque la fin des travaux pour la tenue desquels se réjouissent les participants. Nous avons su ce que c'est que les droits humains et nous sommes prêts, Masha'Allah, à vulgariser ces droits humains parce que nous avons déjà des outils. Nous avons cette documentation d'abord pour commencer, parce que nous l'avons demandé. Donc avec cette documentation, nous pouvons donc vraiment vulgariser les droits humains, parce que nous savons que ces droits-là, en tout cas en campagne, sont moins connus. C'est vraiment des rencontres très fructueuses qu'il faut donc répéter et qu'il faut toujours initier. Sur ce, vraiment, au nom de mes camarades, au nom de mes collègues, je remercie encore une fois toutes les personnalités qui ont bien voulu que cette rencontre soit réalisée. Abondant dans le même sens, le président du réseau des journalistes pour les droits de l'homme apprécie ces échanges à leur juste valeur. Permettez-moi d'adresser en votre nom et en celui du RJDH mes sincères remerciements au ACDH pour son soutien à la réalisation de cette activité de promotion des droits de l'homme dont la cible a été minutieusement choisie en raison du rôle clé qu'elle joue au sein de nos communautés. Les riches échanges au cours de ces 2 jours ont prouvé qu'une telle activité est venue à point nommé. Je demeure convaincu qu'elle aura un impact positif avec, dans vos missions respectives, le tout au bénéfice des populations nigériennes. Aujourd'hui, vous êtes mieux outillés pour remplir vos missions. Il vous revient donc de chercher à connaître et à prendre en compte les besoins des populations en matière de droits de l'homme et de lutte contre les violences basées sur le genre. Je reste convaincu que votre participation à cette rencontre permettra de faire progresser la connaissance et la compréhension des droits de l'homme auprès des populations et aider le Niger qui a déjà réalisé des progrès dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains, mais aussi en matière de ratification de certains instruments juridiques régionaux et internationaux des droits de l'homme, à mieux les réaliser. Procédant à la clôture de cette rencontre, le maire de l'arrondissement communal Niamey 2 a souhaité que l'ensemble des participants fassent bon usage des connaissances acquises. Au cours de ce atelier, les élus locaux et les acteurs des radios communautaires ont parlé à visage découvert et sans tabou. Ce dialogue a permis de relancer désormais les bases d'un partenariat sincère entre les radios communautaires et les élus, chose dont nous nous en félicitons. À présent que nous sommes suffisamment édifiés, je fonde l'espoir que ces questions seront prises en compte dans nos planifications et au bonheur de nos populations, car les personnes vivant avec handicap sont des personnes à part entière. Ainsi donc, les violences basées sur le genre doivent s'arrêter. Les droits humains doivent être protégés et défendus. Les élus locaux ainsi que les animateurs de radios communautaires étant outillés à l'issue de cette formation mettront sans nul doute les connaissances acquises sur les différentes thématiques pour le bien-être des populations. À Tilaberi, de l'or serait apparu aux encablures de l'aéroport. C'est du moins la rumeur qui circulait depuis quelques jours. Pour plus de précision, la rédaction Labari a dépêché une équipe sur les lieux. Suivons le reportage. À peine viral sur les médias sociaux que l'endroit est envahi. En effet, il y a de cela quelques jours, des informations circulaient et faisaient état de la découverte d'or dans une autre partie de la région de Tilaberi. Nous sommes ici dans la commune rurale de Sakwara, précisément dans les environs de l'aéroport militaire récemment implanté. Est-ce vraiment de l'or ou pas? Pour l'instant, compte tenu de l'absence de l'avis des experts, nul ne peut le confirmer. Mais pour les personnes trouvées par notre correspondant sur les lieux, il s'agit bel et bien d'un site à forte potentialité aurifère. Nous sommes venus ici parce que ça fait presque 3 ou 4 ans que nous avons mené des recherches sur ce site et nous avons constaté que vraiment il y a de l'or dans la zone. Donc on avait commencé mais l'État nous a chassés parce que nous ont dit qu'il y a l'insécurité et que l'endroit aussi est proche de la ville de Tilaberi.
Donc ils ne peuvent pas nous permettre de travailler ici. Et on nous a chassés comme ça. Il y a 3 mois maintenant que nous avons encore repris les recherches et on a compris que ce site-là contient de l'or et on était revenu la semaine passée. Ça fait 1 semaine maintenant, 7 jours que nous avons commencé ici cette recherche et les gens sont venus comme ça. Donc ils sont en train de creuser et quand même il y a quelqu'un qui ont trouvé quand même les filons qui contiennent de l'or et nous sommes en train de travailler comme ça. Ils n'ont pas manqué de préciser leurs attentes vis-à-vis des autorités. Nous demandons à l'autorité de bien vouloir sécuriser les lieux et laisser les recherches se poursuivre pour permettre aux jeunes d'en profiter. Ainsi, en attendant la confirmation officielle, les Nigériens s'activent pleinement à la recherche du probable métal précieux. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique dont le numéro d'aujourd'hui traite de la typologie des conflits, un sujet abordé par Maître Alfred Koubagé, juriste, président du Raza Presse. Très bonne réception à vous. Définir un peu quelles sont les différentes catégories de conflits armés que nous avons. Alors en droit international humanitaire, il y a une règle essentielle qui consiste d'abord à qualifier le conflit armé. On peut avoir un certain nombre de situations qui se déchaînent dans la conduite des hostilités. Et on ne peut pas savoir quelle est la règle juridique qui s'applique à cette forme de conflit. Donc il faudrait forcément qu'on identifie en fonction de la situation en présence quel est le régime juridique qui s'applique. Et c'est ça qui va nous permettre d'identifier la nature du conflit en cours. Par exemple, en droit international humanitaire, on peut avoir un conflit armé non international. Comment est-ce que ce conflit se présente? On peut avoir un conflit armé international. Comment est-ce qu'il se présente? Donc, il est avant tout nécessaire de procéder à un mécanisme de qualification du conflit. Et une fois le conflit est qualifié, on peut déterminer le régime juridique spécifique qui s'applique. J'étais depuis un certain temps en train de parler du conflit. Mais le conflit en soi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un conflit armé international? Et concernant la notion même du conflit armé, c'est l'article 2 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août 1949 et l'article 1 du protocole additionnel 2 qui apporte quelques éléments de définition du conflit armé. Mais ce n'est qu'à partir de 1995, avec la décision du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, que les juristes connaissent bien, qu'on appelle l'affaire Tadic. C'est cette affaire qui a permis au tribunal de définir ce qu'on appelle véritablement un conflit armé. Et dans cette décision, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie avait estimé qu'il y a un conflit armé chaque fois qu'il y a un recours à la force armée entre les États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État. Donc retenez que dans cette définition, la notion du conflit armé renvoie à celle de l'usage de la force armée, à celle de l'utilisation des armes. Voilà un peu ce que le tribunal avait retenu s'agissant du conflit armé. Et il y a conflit à chaque fois qu'il y a recours à la guerre, recours aux forces, à la force armée entre des États ou entre des groupes armés au sein d'un État. Alors, sur la base de cette définition que nous avons vue tout de suite, le droit international humanitaire définit
un certain nombre de conflits qui sont au nombre de 2. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez les conflits armés non internationaux et les conflits armés internationaux. S'agissant des conflits armés non internationaux, le conflit armé non international, c'est un conflit qui se déroule sur le territoire d'un État et qui oppose les forces gouvernementales, l'armée régulière d'un État, face à des groupes armés au sein de l'État. Et ce conflit se déroule, comme je l'ai dit, sur le territoire de l'État en question. De l'État en question. Donc, conflit qui oppose les forces gouvernementales, l'armée régulière de l'État, aux groupes armés qui sévissent sur le territoire de l'État en question. Donc là, il s'agit d'un conflit armé non international. En face de ce conflit armé international, vous avez le conflit armé international. Le conflit armé international, lui, c'est un conflit qui oppose les forces armées régulières d'un État face à d'autres armées, des groupes armés de notre État. Exemple, l'armée d'un État A qui fait la guerre à l'armée d'un État B. Là, nous sommes dans le cadre d'un conflit armé international. À la différence du conflit armé non international qui, lui, oppose les forces gouvernementales à des groupes armés sur le territoire de l'État. Voyez. Donc, je continue toujours dans la deuxième catégorie des conflits armés internationaux. Donc, j'avais dit que c'est un conflit qui oppose un État à un autre État. Tout comme ce conflit armé international peut être considéré lorsque il y a également affrontement entre l'État en question et des groupes ethniques qui luttent au nom de leur droit à l'autodétermination. Un groupe ethnique peut être en guerre avec un État et en exerçant ou bien en vue de l'exercice de son droit à l'autodétermination. Donc, ce groupe, par exemple, peut, on l'a vu dans certaines régions, sont arrivés à la création d'un État. Par exemple, quand vous prenez ce qui est arrivé au Soudan du Sud, vous voyez, on est arrivé à la création de cet État. Donc, le droit international humanitaire reconnaît à ces groupes la qualité, ou bien en fait les conflits dans lesquels ils sont impliqués sont considérés comme des conflits armés internationaux. Et donc, quand il y a conflit armé international, eh bien, il y a un certain nombre de règles juridiques qui s'appliquent. Par exemple, quand vous prenez les conflits armés internationaux, c'est l'article 1, paragraphe 4 du protocole additionnel 1 qui est venu rajouter qu'un conflit armé sera qualifié d'international si les peuples partis au conflit luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'était la deuxième composante. En dehors du conflit qui oppose deux États, c'est le conflit également qui oppose l'État à ces groupes qui luttent contre la colonisation, contre la domination étrangère et dans l'exercice du droit à l'autodétermination. Donc, vous voyez ici, c'est le protocole additionnel numéro 1 qui régit les conflits armés internationaux. Vous avez également les conventions de Genève en elles-mêmes. Par exemple, la première convention qui régit la conduite des hostilités sur terre, la deuxième, le conflit sur mer, et la troisième protège les combattants et relative aux prisonniers de guerre, et la quatrième, les populations civiles. Donc, sur ces conventions, nous avons le protocole additionnel numéro 1. Maintenant, s'agissant des conflits armés non internationaux, là, à ce niveau, c'est le protocole additionnel numéro 2 qui s'applique, qui régit ces hostilités au niveau national, dans le cadre des conflits qui opposent l'armée régulière de l'État aux groupes armés dissidents, aux groupes armés sous la conduite d'un commandement ou bien d'un chef responsable qui font la guerre à l'armée régulière d'un État. Donc voilà ce que vous avez en termes de typologie des conflits. Maintenant, nous allons revenir pour parler d'une troisième composante dans le cadre
dans notre thème sur ce qu'on appelle les troubles et tensions internes. Les troubles et tensions internes qui sont également régis par un autre droit qui n'est pas forcément le droit international humanitaire.